pour être sûr, eh ben, on peut se lancer tranquillement. Déjà, bienvenue à ce YouTube, parce que j'ai lancé aussi l'enregistrement YouTube. Coucou YouTube, pour ce premier live sur Socle. L'idée c'était de faire un live pour essayer de présenter en fait des use cases, des façons de faire de l'IA un petit peu différentes de ce qu'on peut voir. Aujourd'hui, on a beaucoup de lives sur de l'actualité. On a quelques lives sur Twitch sur tout ce qui va être programmation, ce que je trouve très très bien. D'ailleurs, je regardais un live justement juste avant pour voir un petit peu comment ça se faisait. Parce que c'est un exercice qui est difficile de coder devant tout le monde, même si c'est à distance. Et surtout, en fait, l'idée c'est de vous fournir donc ce mélange en fait entre de la pratique, un peu de news forcément sur SOC, vous vous doutez bien, mais aussi un peu d'informations sur ce qui se passe dans le monde de l'IA, ce genre de choses. Donc c'est un format qui peut être amené à évoluer. On a fait des tests notamment avec plutôt des interviews, donc des échanges entre deux personnes, peut-être qu'on ira aussi là-dessus. Mais je trouve c'est important de parler aussi un peu de comment on fait les choses, quelles sont les questions qu'on se pose quand on lance un projet d'IA, même s'il est petit pour ce premier, on va faire quelque chose d'assez simple pour entrer comment dire, dans, dans comment dire, dans les premières étapes du projet, enfin de ces types de projets. On montera petit à petit en gamme si ça vous plaît. Surtout, en fait, je voulais tester ce format Twitch, pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime beaucoup le format Twitch qui est assez mature en live. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser le format LinkedIn et je voulais pas forcément que ce soit quelque chose de fermé à la communauté LinkedIn. Donc j'ai voulu renverser un petit peu le paradigme. Mais à un moment donné, on se posera la question sur est-ce qu'on part plutôt sur un autre format ou peut-être du multicast, on verra. Ça, c'est une autre question, ou alors plutôt des casts séparés selon les formats. Mais je trouve que effectivement le format Twitch est plutôt bien. Donc voilà, on va commencer dessus. Pour faire simple, hein, je vais essayer de vous proposer quelque chose d'assez. Un live qui va durer à peu près 1 heure, live 18h05. Donc un live d'1 heure où on va essayer de faire trois choses. Première chose, on va essayer de faire un projet qui est en fait un projet de newsletter. On a beaucoup de newsletters sur nos boîtes mail quand on s'inscrit sur des sites, et c'est quelque chose qui peut être parfois un peu agaçant, il faut le dire, même si certaines newsletters sont vraiment très utiles. Et donc je me suis toujours posé la question de me faire une newsletter à moi-même. Tout simplement parce que je regarde certaines choses de particulier. Je pense que tout le monde a ce même avis et parfois on peut imaginer que des newsletters sont un peu orientés. Et donc je me suis posé la question de comment on pourrait faire ça avec de l'IA, parce que c'est un projet plutôt standard mais qui touche en fait à une problématique qui est ultra récurrente. C'est de la production de contenu à partir de documents. Pour une première vidéo, c'est parfait. On pourra se poser la question après d'aller faire des recherches sur Internet, ce genre de choses, plus tard, ou de tester d'autres fonctionnalités. Mais je trouve que ça, c'est le basico-basique, et au final, on retrouve beaucoup, enfin très souvent, très souvent dans les formats, enfin dans les projets, ce format, en fait, cette architecture. Dans un petit temps, on va juste regarder comment on fait ça de manière très théorique. Je vais vous partager un écran avec, on va faire deux trois schémas. Ça va prendre 5 minutes. Et après, on partira tout de suite sur du code. On se posera la question de comment on fait ça sur OpenAI. Donc, on va regarder la documentation d'OpenAI. Je vous rassure, ça sera très accessible. Il ne faudra pas forcément, si vous n'êtes pas tech, ça sera pas limitant. Je vais essayer d'expliquer les choses au fur et à mesure. L'idée, c'est aussi vous compreniez un petit peu comment ça marche quand on vous dit mettez des documents et en fait votre IA va répondre à propos de ces documents. Et pour la fin, si on a encore du temps, parce qu'on va essayer de le décliner sur OpenAI avec Socle, donc la techno sur laquelle on avance.
et sur lequel on travaille, et avec Mistral, qui a une approche un petit peu différente en termes de documentation, en termes de façon de faire, sur les namings, sur de choses. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai très rapidement ce qu'on fait un peu sur Socle, enfin un peu de teaser. Mais surtout, on dépilera la newsletter que je vous avais préparée sur LinkedIn. Je crois que c'était hier que je l'ai posté, qui parle un petit peu des grosses news de ce mois d'octobre. Comme ça vous permet aussi de vous mettre à jour si vous n'avez pas eu le temps de regarder ou si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc il y aura ces trois grandes étapes-là. Vous pouvez couper, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez couper quand vous voulez. Je commence par celle que j'avais annoncée, parce que en fait c'est celle sur laquelle normalement vous êtes connecté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, alors vous verrez ma tête, elle bouge d'un côté à l'autre. J'ai un écran avec le chat. J'ai un écran avec un rendu ici pour être sûr que l'on voit certaines choses. Et je vais avoir mon code. Donc si je tourne la tête, vous inquiétez pas, c'est normal. Et si je ne regarde pas directement, c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude du streaming ou ce genre de choses. Donc voilà. On va commencer. Alors, je vais juste m'ouvrir. Hop. Alors, je sais pas quel écran ça va afficher. Ça n'affiche aucun écran. Ça, c'est génial. Hop. Je vais faire la petite correction. Hop là. Et voilà, nickel. Alors, déjà, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire avant de commencer un projet. Et pour faire des schémas, ceux qui me connaissent vont vite se rendre compte que j'utilise souvent Escalibro. C'est un moyen très simple de faire des croquis. Et donc c'est un moyen assez interactif de travailler. Donc l'idée c'est de se faire une newsletter et de lire. Donc qui newsletter dit on va prendre des documents et on va les analyser avec de l'intelligence artificielle. Donc il y a certaines choses qu'on ne va pas faire dans ce live parce que ce sera un petit peu trop long. Mais forcément, si on veut se faire un logiciel de newsletter qui fonctionne, par exemple, toutes les semaines, tous les X temps, il faudrait qu'on fasse un script avec une tâche cron, c'est-à-dire un script qui se relance, ou un programme qui se relance tous les X temps. Donc, par exemple, on se dit, je vais avoir une newsletter tous les lundis. Et ben, en fait, on va avoir un programme qui va attendre le lundi pour se relancer, pour relancer en fait tout le process. Bon là, on va pas rentrer là-dedans, parce qu'en fait, dès que vous avez le corps programme, faire ce qu'on appelle une tâche cron, enfin faire quelque chose qui permet de se relancer, c'est pas la panacée. La deuxième chose qu'on va pas faire, c'est forcément l'envoi de mail, parce que forcément si on fait une newsletter, on va vouloir le mettre dans un document et l'envoyer par mail, parce que nous on va vouloir recevoir d'une certaine manière, ou le mettre sur un Discord par exemple. Bon là on va pas on va pas le faire non plus, mais c'est pas quelque chose de très compliqué si on a fait le reste. Donc ces deux points là on va pas forcément les traiter. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de se dire qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce travail-là. Donc déjà, il va nous falloir des documents. Donc ces documents-là, j'en ai sélectionné à côté, mais dans notre cas, c'est une newsletter plutôt sur la thématique technologique. Donc justement, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt de récupérer ce qui se passe dans les papiers de recherche. Donc tout ce qui va être du site Arxiv, je ne sais pas si vous connaissez, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, vous avez plein de papiers qui sont produits continuellement sur toutes les thématiques de science. C'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle. Et donc c'est toujours intéressant de suivre ça pour ceux qui pensent que c'est inutile. Par exemple, en fait, les premières traces que l'on a trouvées d'Agentic, c'est sur des papiers de recherche, tout simplement. Donc c'est des choses généralement. Alors, le rythme change un peu avec les enjeux business, ce genre de choses, mais généralement, on voit un papier qui parle d'une théorie et 3-4 mois plus tard, on commence à avoir des early adopters qui commencent à manipuler, et quelques mois plus tard, on commence à voir les choses sur LinkedIn, et puis quelques mois plus tard, etc. etc. À part les grosses annonces un peu market sur les choses qui sont vraiment game changer. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est toujours intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe, mais c'est très 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 chronophage. Donc on va avoir des documents. Donc, document 1, ce sont des documents de recherche, généralement c'est des PDF. PDF 2, ce genre de choses. Et nous, ce qu'on va vouloir en faire, c'est un traitement pour en avoir à la fin qu'un seul texte, qui est une newsletter.
Bon, pour faire ça, comment on fait? Bah, la première chose, c'est que ces documents-là, il va falloir... on ne peut pas envoyer un document complet, déjà parce qu'on ne sait pas la taille de l'article de recherche. Un PDF chez Arxiv, je vais peut-être pouvoir vous montrer, je ne sais pas si je change d'onglet, si vous l'avez. Arxiv, agrandé, c'est pas forcément ce qu'on veut, voilà, Arxiv, voilà, ça ressemble à ça. Et ben, si vous allez dans Artificial Intelligence, par exemple, on va prendre un au hasard, hop, on va le voir en PDF. Tac, ça peut être un document qui fait 9 pages, avec plein de choses dedans. Mais ça peut être aussi des documents qui vont faire. Alors là, je le fais complètement en live, donc si ça se trouve, je vais avoir un effet démo, je vais retomber sur 9 pages, mais théoriquement non. Déjà, ça prend un peu plus de temps à charger, et voilà, on peut avoir un document qui va faire 16 pages. Donc vraiment, en termes de contenu, ça peut énormément changer. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, comment ça marche? Et ben, pour pouvoir traiter ça, si on envoyait les documents tous en même temps à notre IA, on aurait quelque chose qui serait problématique. C'est la notion d'attention. Comme vous savez, une IA de type LLM, donc votre ChatGPT, etc., elle a une limitation en termes de taille d'entrée, en fait, de token d'entrée, donc en taille de texte, on va parler de texte pour aller vite, pour faire simple, d'entrée. Mais cette limitation, si on la dépasse, bah forcément on a un problème, on a un bug, enfin on a une erreur, en fait c'est même pas un bug, c'est refusé par le système. Mais en réalité, pour que ce soit pertinent, plus on va mettre de texte, plus on a des chances que l'IA commence un petit peu à halluciner. Donc on va essayer d'éviter ce genre de comportement, qu'on a énormément de documents, sachant que là on fait une newsletter sur un CapDoc parce qu'on veut faire une démo, mais en réalité, typiquement Arxiv, il y a bien plus de papier qui tombe en une semaine par exemple, donc on va avoir beaucoup plus de documents. Donc on va vouloir faire un traitement qui soit viable sur un très très grand nombre d'informations. Donc comment on a réglé ce problème-là? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker les documents d'une certaine manière. Donc on va appeler ça dans un certain, dans une base de données de documents, en fait, on appelle ça un vector store. C'est-à-dire on va stocker le document dans un format qui est plus compréhensible par l'IA. Déjà, ça va lui permettre de pouvoir requêter, de manipuler ces documents de manière plus simple. Alors pour ceux qui sont des puristes, je simplifie, mais dans l'idée c'est un peu ça. Donc on va stocker les documents dans une base de données documentaire en fait, qu'on appelle un vector store. Et ce vector store, en fait le document on va pas le stocker tel quel, on va le découper. Chacun des documents vont être découpés en ce qu'on appelle chunks qui vont être stockés dans ce vector store. Tout simplement parce que ça sera plus simple. Si à un moment donné on va vouloir faire une recherche sur l'IA, en fait on va rechercher, on va avoir une partie du document, donc l'extrait qui sera intéressant, et ça nous permettra de faire différentes choses. Donc voilà. Donc la bonne pratique en fait c'est de partir du document. Ce document il est découpé en chunks, donc en sous-parties. Donc je vais le noter comme ça, en chunks. Et ces chunks sont stockés dans un vector store. Je ne vous cache pas que cette notion de chunk, c'est quelque chose qui est assez technique, tout simplement parce que selon les documents que l'on reçoit en entrée, il y a des stratégies qui peuvent exister. Et un bon chunking, une bonne technique de découpage de documents peut changer complètement la pertinence de votre système, quel que soit le LLM. Donc il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de ça, de chunker, comment chunker, etc. Mais c'est une vraie question de technique. On ne chunke pas un document de recherche comme alors je prends un exemple bête, mais un SERFA par exemple. Même si un SERFA, tu ne vas pas le chunker. Non, théoriquement, il n'y a pas besoin de le chunker. En tout cas, ce serait plus intéressant de faire autrement. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc on se pose ces questions-là parce que tout simplement, il y a la question de, imaginons qu'on coupe en plein milieu d'une information, et en fait on a une partie dans un chunk de l'information, une autre partie de l'autre information. Donc il y a des stratégies sur est-ce qu'on va découper et superposer certaines informations et certains chunks pour essayer d'être sûr de ne pas perdre des informations les unes par rapport aux autres. Ce vector store, il faut qu'il soit accessible, je continue, par une IA. Donc il va nous falloir ce qu'on appelle un agent. Donc je pense que les agents, c'est plutôt bien compris par tout le monde. C'est quelque chose qui a été spammé comme l'enfer sur LinkedIn, sur les articles, l'Agentic, les agents, etc. Donc juste pour être sûr qu'on ait la même notion, un agent, la définition elle est assez simple. C'est
une boîte où dedans on a une IA et optionnellement des outils, donc d'autres choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, dans notre cas, on va avoir un LLM. Et ce LLM peut pouvoir interagir avec le vector store. Tout simplement. Pourquoi le LLM tout seul n'est pas un agent? Parce qu'en fait, en théorie, le LLM tout seul, c'est-à-dire l'IA en elle-même, l'algorithme, ça ne fait que prendre du texte et ça renvoie du texte. Enfin, dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas un agent. Un LLM qui est utilisé avec un prompt système et avec un outil à côté, ou plusieurs outils, dans ce cas-là, on commence à parler d'agent. Et donc forcément, vous vous doutez bien, le multi-agent, c'est parce qu'on va avoir plusieurs agents qui potentiellement vont avoir des IA différentes et qui potentiellement vont avoir accès à des informations différentes et qui vont travailler ensemble. C'est ça un système multi-agent. Et donc ce LLM va nous fournir cette fameuse newsletter. Donc c'est assez simple comme architecture en réalité. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on stocke les documents correctement dans un vector store, qu'on fasse en sorte que le LLM comprenne qu'il a accès à ce vector store et qu'il l'utilise, et que ce LLM nous ressorte cette newsletter. Donc c'est plutôt basique. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais juste aller, changer de scène. Alors, normalement, voilà. J'apprends encore un petit peu. Et là, donc, on est sur les documents que je vous ai sélectionnés. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir 4 documents de recherche. Donc là, on a un bon exemple d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, mais là, on a un document de 9 pages, et juste au-dessus, on a un document de 32 pages. Vous voyez vraiment des différences de taille. Un document de 25 pages et un document de 11 pages. Et je vous ai rajouté quelque chose qui n'a aucun rapport, mais en fait c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que notre fameux système qui va télécharger des fichiers, parce que ça aussi on ne va pas forcément le coder tout de suite, sauf si vous me demandez plus tard, je pourrais vous montrer comment on fait. Mais en fait, il faut faire aussi une partie du script qui va aller télécharger les fichiers pour pouvoir les mettre dans ce vector store. Il se peut qu'il se trompe, en fait, qu'on télécharge des documents qui ne nous intéressent pas. Donc là, notre focus, ça va être IA et robotique. Mais par exemple, au lieu d'avoir quelque chose qui soit très concentré que sur les papiers de recherche, on va faire une recherche internet et comme par hasard, en fait, petit bug, on va chercher quelque chose qui n'a aucun rapport. Donc là, je me suis amusé à récupérer la fiche descriptive. Alors, on est resté un petit peu dans l'IA à la robotique, j'ai fait un peu exprès. La fiche descriptive d'un robot dans Star Wars. Donc, forcément, en fait, ça, on ne veut pas dans notre newsletter parce qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, comment on va faire? On va suivre notre fil rouge. J'ai commencé un petit peu à coder certaines choses parce que je voulais pas qu'on perde trop de temps. Mais on va regarder. Bon, déjà un peu ce code-là, et puis après, on regardera la documentation OpenAI. Parce que là, il n'y a rien, en fait, j'ai juste codé la manipulation des documents. Donc déjà, ça on s'en fiche, c'est des spécificités, mais nous, ce qui va nous intéresser, on va déclarer un client OpenAI, ça vous le faites dans tous les projets OpenAI, avec une clé. Donc en fait, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, pour pouvoir créer des programmes qui vont manipuler les IA d'OpenAI, il faut vous créer un compte chez OpenAI. Quand vous avez créé un compte chez OpenAI, mis votre carte bleue, vous pouvez récupérer une clé en fait, d'identification. Et cette clé vous permet après d'interagir avec OpenAI. Donc c'est comme ça qu'il vous facture en fait. Il surveille un petit peu le flux, il surveille le flux qui passe et il vous facture à la donnée qui a été entrée et sortie. Voilà. C'est pour ça que généralement sur les pricing, vous allez voir, vous avez des tokens input, token output. Token input, c'est ce que vous envoyez au LLM. Token output, c'est ce qui est généré par le LLM. Il y a des cas où vous allez avoir des prix différents sur ces deux choses. Donc j'ai créé un prompt par défaut. Alors ce prompt, c'est juste create a summary for each document sent to the newsletter. If some articles are not relevant, create a one-line description at the end of the newsletter. You can call it reject.
give only the newsletter content. Donc en gros, dans l'idée, c'est fais-moi un sommaire de chaque document que je t'enverrai. S'il y a un document qui n'est pas bon, tu me le mets dans une section qui va s'appeler rejet. Voilà. Donc on va créer un vector store, donc je vais déjà définir un nom, on va l'appeler newsletter time avec le numéro du temps, comme ça va me permettre dessus un petit peu ce qui se passe. Et on va aller récupérer les PDF dans le dossier que je vous ai montré. Et bon, si on ne trouve pas les PDF, je me suis mis un message d'erreur, mais c'est pas très très intéressant. Et on va se créer en fait un dossier, enfin un tableau avec la liste des documents qu'on va vouloir pousser dans le vector store. Qu'on va ouvrir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a bien les documents, on les a récupérés, on les a dans les mains, dans un tableau, et on va vouloir les pousser dans un vector store. Donc là, on va se concentrer, on va retourner sur Chrome, et on va regarder un petit peu ce que nous propose OpenAI. Donc OpenAI, ce qui est cool sur leur site, c'est qu'ils ont un quick start, donc la première page, qui est vraiment vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup d'exemples de différents, de plein de fonctionnalités, qui montrent plein de fonctionnalités de base que vous pourriez avoir besoin pour faire vos projets. Donc là, typiquement, je vais vous montrer, bon là c'est le basique au basique, c'est j'envoie un message, par exemple là c'est écris-moi une histoire pour dormir à propos d'une licorne. Donc ça c'est ce que vous auriez, en fait c'est ce qui se passe quand vous chattez avec OpenAI si vous écrivez qu'une seule phrase. C'est en gros ce qui pourrait être envoyé. Vous avez les exemples de comment on doit coder si typiquement on va donner au système une image qui vient d'internet, donc un URL de l'image, et d'autres choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'ils appellent le file search. File search, c'est quoi? C'est en gros, si on regarde un petit peu le code, là on a le même système, donc on va générer une réponse du système, on va lui poser une question et on va vouloir attendre une réponse. Mais au lieu de lui envoyer le lien, l'URL d'un fichier, on envoie un tools, donc un outil, qui est file search, donc c'est un outil par défaut d'OpenAI, avec un ID vector store. Donc là, on va lui demander, typiquement là, c'est what's the type research by OpenAI. Il lui donne un vector store. Donc là, on a typiquement ce qu'on veut, c'est-à-dire poser une question ou demander de générer du texte à partir d'un vector store. Le problème dans cet exemple, c'est qu'en fait, OpenAI ne nous explique pas comment on crée un vector store. Il nous dit mets un ID et débrouille-toi. Donc moi, je vous ai un peu mâché le morceau. Je suis allé le chercher ici. Mais en gros, pour créer un vector store, on est là. On va devoir le déclarer pour pouvoir le créer dans notre infrastructure. Attendez, hop, je me mets juste là pour bien voir si j'ai des messages. Parce que je ne regardais plus. Désolé si j'ai manqué quelque chose. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est effectivement créer en fait ce vector store. Et donc, c'est un petit peu le travail qu'on va faire. Donc, là, ce qu'on a, c'est create un vector store file batch. Donc, vector store file batch, ça va prendre un vector store ID et un file ID. Donc, typiquement, les file ID, c'est exactement ce que je vous ai créé, c'est les files stream qui sont ici. Le vector store name, il est là, mais c'est pas un vector store ID. Donc, il va falloir qu'on crée le vector store. Un vector store, c'est assez simple. On va regarder la documentation. Alors, on va garder ça en tête. Il est ici. Hop, on crée le vector store. En fait, pour le déclarer, on fait client vector store.create et on lui donne un nom. Et ça va nous donner une variable vector store. Donc, on va récupérer ce morceau de code. Hop, on va se mettre là. Sauf que là, au lieu de lui donner ce nom-là, on va lui donner le nom qu'on lui a prévu, la newsletter. Hop. Super. Donc maintenant qu'on a un vector store, ce qu'on va vouloir, c'est justement, alors j'ai
C'est cool, j'ai mon curseur qui essaie de manger. Ah mince, je vous partage pas l'écran. J'ai mon curseur qui est en train de manger le travail. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de créer le file batch, c'est-à-dire de créer en fait, enfin de pousser ces documents dans ce vector store. Donc ça c'est simple. Ce qui est bien, c'est qu'il fait une partie du taf. Nous, ce qu'on veut, c'est hop, créer donc un vector store file batch, donc orienté fichier. On va uploader et pousser, donc on va charger les fichiers chez OpenAI et les pousser dans le vector store. On lui donne l'identifiant du vector store qu'on vient de créer et le file stream, donc justement l'endroit en local où se trouvent nos fichiers. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, qu'on a le prompt et tout ça, et ben en fait on va devoir faire exactement ce qu'on a vu sur notre première page de Quick Start. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, hop, je retourne sur le Quick Start, on va aller chercher une réponse et on va la printer. Donc, hop. Donc sauf que là, on va prendre GPT-5, ça va être plus sympa. Autant en profiter. On va lui mettre le prompt qu'on lui avait prévu. Hop. Et le file search, ben forcément, on va lui mettre le vector store ID, donc l'identifiant qu'on lui avait prévu. Et le response, on va lui mettre un response output text parce qu'on ne veut pas la sortie technique. Enfin, toute la réponse. En fait, OpenAI, quand il fait une réponse, il décrit plusieurs choses techniques. Là, on veut juste afficher ce qui va sortir en newsletter. Donc là, théoriquement, on a tout ce qu'il faut. Ben, on va tester. On va aller sur. On va faire un Python. OpenAI live.py. Tac. Et on lance. Donc là, il va se passer différentes choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ce qu'on peut voir dans le storage. Il va falloir attendre un petit peu, je pense, le temps que ça charge. Ouais, c'est pas encore prêt. Il faut le temps de sa charge. On aurait pu mettre de la log pour savoir quand est-ce que ça charge, quand est-ce que c'est en train de passer au traitement des fichiers, ce genre de choses. Là, on fait au basique. Parce que de toute façon, en théorie, la newsletter, on ne va pas la regarder quand elle va être chargée. C'est un script qu'on va lancer, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendu. On n'est pas sur de l'optimisation, loin de là. On veut être straight to the point sur l'usage. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, je vais vous montrer. C'est pas le bon navigateur, donc je vais juste le changer 2 minutes. C'est storage, hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir, alors je ne sais pas si c'est très net, mais en gros, vous avez 18h29, vous avez une newsletter time qui s'est lancée, qui s'est créée. Donc ça, c'est le vector store chez OpenAI. Et on voit les différents documents qui ont été envoyés. Donc là, c'est utilisé par personne parce qu'en fait, il n'y a pas de déclaration explicite d'un agent. Mais en fait, ce vector store, on pourrait le réutiliser si on crée assistant sur cette interface. En fait, c'est un agent, hein, l'assistant. On pourrait créer un assistant et le rattacher à cette donnée-là aussi, pour pouvoir faire d'autres choses, par exemple. Mais donc, on a les documents qui ont bien été chargés, et je viens de voir qu'on a, hop, le résultat. Donc là, on a quelque chose qui a été produit, donc iResearch Newsletter, Inference, donc là, on a le premier bien document avec un résumé, le second avec un résumé, le troisième avec un résumé, le quatrième avec un résumé. Et par contre, on n'a pas notre... alors, point positif, point négatif. Point positif, c'est qu'on a bien les 4 documents qui nous intéressent. Point négatif, on n'a pas notre DroidDK. Il a été annulé alors qu'on lui a explicitement demandé de le rejeter, mais de le préciser rejeter. Voilà. L'idée, c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'on fait avec OpenAI. Donc vous voyez, c'est un petit peu long sur le traitement, mais en fait, il faut imaginer que derrière, il y a un raisonnement, une forme de raisonnement qui se fait. Raisonnement, c'est le terme technique. Hein. Pensez pas à raisonnement comme vous auriez naturellement. On ne va pas personnifier l'IA. Mais dans l'idée, il y a une stratégie que l'IA va mettre en place, de se dire, je vais prendre chacun des documents,
je refais un résumé, je vais regarder à l'intérieur, est-ce que ça rentre dans le contexte qu'on m'a demandé sur deux choses. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que dans le prompt, j'aurais pu être un peu plus explicite, de lui dire each document to the newsletter about, on va mettre about AI and politics. Peut-être ça n'aurait pas changé grand chose là sur le traitement parce que forcément il a gardé que les éléments qui étaient intéressants, mais dans l'idée c'est un peu ça, on aurait pu mettre ça. Donc en fait ce qui va être intéressant c'est de voir comment on fait ça aussi chez Socle. Alors Socle c'est quoi? Parce qu'en fait je lance le live en disant on fait des choses, je ne parle pas trop, en fait je parle du principe que vous connaissez, mais en fait Socle c'est exactement une initiative, c'est une structure qu'on a créée, qui a pour objectif de vous donner la même expérience, exactement la même expérience que vous auriez avec les géants US, mais en étant 100% compliant. Pourquoi je parle de 100% compliant? Parce qu'il faut comprendre que il y a quelque chose qui existe dans la loi américaine, mais aussi dans la loi d'autres pays. Hein. C'est ce qu'on appelle le droit, enfin, les lois extraterritoriales. Alors je vais juste changer pour vous montrer, pour vous expliquer ça. On est sur ça, voilà. Donc c'est en gros que si vos données sont envoyées sur des serveurs américains, et ben, les États-Unis peuvent créer des mandats pour récupérer ces données. Quand je dis les données sont envoyées sur des serveurs américains, c'est des serveurs de marque, enfin, qui appartiennent à des entreprises américaines. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de loi extraterritoriale, c'est-à-dire que si vous envoyez typiquement une photo sur un serveur qui est localisé sur Paris mais qui appartient à Microsoft, et cette photo c'est la photo de votre chat, et que demain Trump ou quelqu'un d'autre décide de vouloir avoir accès à la photo de votre chat, Microsoft est obligé de leur donner. Que le serveur soit à Paris, à Berlin, où que vous soyez, c'est pas le sujet. Voilà. C'est l'extraterritorialité du droit. C'est exactement la même chose pour le droit chinois, pour info. Voilà. Le nom, je crois que c'est la loi antiterroriste, quelque chose comme ça, côté chinois, alors que c'est Cloud Act côté US. Et donc, forcément, quand vous faites des projets d'IA, vous devez vous poser la question sur tous les niveaux. Généralement, les gens ils se disent si j'utilise l'IA GPT, donc c'est US. Voilà. Donc ça, c'est l'algo. Dans ce cas-là, vous avez GPT pour les US, pour la France, vous avez Mistral, et vous avez, je sais pas, il y a DeepSeek pour la Chine. Il y a plein d'autres, hein, mais je vais aller assez vite. Mais en fait, ces algos-là, ils sont stockés quelque part. Il faut qu'ils soient sur des serveurs pour qu'ils tournent et pour qu'ils fonctionnent. Vous avez entendu parler de Nvidia et tout ça. En fait, pour faire tourner ces puces Nvidia, ces GPU, vous devez les mettre quelque part. Et donc, la deuxième information qui est intéressante, c'est où est-ce qu'ils tournent, ce qu'on appelle le cloud provider. Aujourd'hui, tous les acteurs, Mistral compris, acteurs occidentaux, on va dire, parce qu'en fait, DeepSeek, c'est un peu différent, tournent, si vous utilisez telle quelle la plateforme de Mistral, par exemple, sur des serveurs Azure, Microsoft. Donc en fait, vos données, théoriquement, sont soumises au Cloud Act, par défaut. Et c'est pas une question d'idéologie, ce genre de choses. Hein. C'est une réalité. Vous avez une super vidéo justement du patron français de Microsoft qui passe devant les sénateurs sur la question en fait, de la souveraineté de la data. Et effectivement, Microsoft ne peut pas assurer que les données qui sont sur des serveurs Microsoft, même en France, soient totalement protégées en fait, de ce droit-là. C'est une réalité. Donc ça, c'est différentes choses. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, en fait, tous ces acteurs-là proposent à côté des modèles qu'on dit open weight. Donc en fait, open weight, il y en a qui vont dire open source. C'est pas vraiment open source, c'est open weight, le terme pour les IA. Mais c'est comme du code open source en réalité. Et donc ces modèles-là, après, vous pouvez les utiliser et les déployer chez vous. Et donc Socle, notre objectif, nous, c'est d'utiliser ces modèles open weight, de créer en fait toute l'infrastructure
Ça aurait été, en fait, comme vous avez chez OpenAI ou chez Mistral, ils ont développé plein de choses pour que ce soit vraiment viable. C'est pas juste un algo qui est sur un serveur. Le raisonnement, ce qu'on a dit tout à l'heure, le reasoning sur des choses, les tools, etc. Donc nous, on développe en fait toute cette infrastructure-là. Tout ce qui serait nécessaire pour faire des projets d'IA, sauf qu'on s'est positionné sur le fait de se dire comment on fait pour donner le plus possible d'autonomie à nos utilisateurs. Donc l'autonomie, c'est la capacité de déployer toute cette infrastructure qui soit viable sans être soumis à du droit, à un droit quelconque. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est de travailler notamment avec l'acteur Scaleway, qui est en fait un cloud provider européen, enfin français. Et donc on a nos modèles et notre infrastructure sur ce cloud provider. Donc nous, on a des modèles qui sont non soumis à ce droit-là, et qui en plus sont sur des serveurs qui sont non soumis à ce droit-là. Donc on est 100% compliant. Mais demain, si c'était vraiment nécessaire, on pourrait déployer socle, je sais pas, chez OneOne ou ce genre de choses s'il le fallait. Mais on a historiquement un cloud provider qui est très très actif dans le domaine de l'IA en France, il s'appelle Scaleway, donc c'est assez naturel de travailler avec eux. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chez Socle. Et donc pour illustrer ça, bah ça c'est simple. Comment on fait la même chose chez Socle? Et ben en fait on va faire un gros copier-coller. Hop, hop. Sauf que forcément la clé OpenAI, et ben, c'est pas la bonne. Donc là je vais juste vous mettre la clé locale parce que j'ai mon environnement local qui tourne. Mais c'est exactement ce que je vais vous montrer, c'est exactement ce qu'on va lancer sur notre alpha fermé. Ce qu'on va changer, forcément, c'est le modèle, parce que GPT-5 n'est pas un modèle open weight, c'est un modèle propriétaire. Donc OpenAI le garde chez eux, et vous n'avez pas le droit, enfin on ne peut pas le récupérer quelque part et le déployer sur une machine. Donc dans notre cas, on va prendre, pour être toujours un peu identique, on va prendre un modèle d'OpenAI. Si OpenAI a sorti des modèles open source, c'est vrai que les OSS, il y en a eu, et le plus gros qui sont sortis, je crois que c'est le plus gros, c'est le modèle 120B. Donc on va voir ce genre de choses, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. De mémoire, c'est la seule chose qu'on doit faire. Donc voilà. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter, pardon. Je suis plus un fan des langages compilés, et là, petit problème. Nickel. Donc là, ah oui, bah non, je suis bête, oui, ouais. Donc là, c'est une erreur qui vient d'OpenAI. Forcément, le client OpenAI envoie les informations chez OpenAI. Donc il faut le spécifier, donc il faut lui envoyer. En fait, rediriger ce flux chez Socle. Donc là, on va être en local. Donc ça va être base URL, localhost. Donc j'ai tellement fait qu'en fait, mon navigateur, mon IDE s'en souvient, c'est localhost API v1. Voilà. Donc ce qu'on a fait chez Socle, c'est qu'on a repris, donc vous avez vu cette page Quick Start qui est ici. On va le laisser tourner. Cette page Quick Start qui est chez OpenAI, donc toute cette page-là, typiquement, ce que je viens de faire en termes de manipulation, c'est exactement la même chose chez nous. C'est-à-dire que vous faites votre base URL, vous changez l'API key, vous rajoutez l'API key et la base URL qu'il faut sur Socle et ça marche. Avec le bon modèle. La différence, c'est qu'effectivement, chez nous, alors je peux vous montrer notre interface, qui est pour l'instant assez basique, mais la différence, c'est que nous, on propose d'autres modèles, d'autres marques, entre guillemets. Donc on a du DeepSeek, on a du Pixtral qui vient de chez Mistral, Mistral Nemo, du Qwen, du Gemma, du Llama de chez Meta. Donc on a plusieurs modèles. Mais on a gardé aussi toute cette mécanique, c'est-à-dire que par défaut, typiquement, vous avez des modèles open weight qui ne vont pas traiter des images, par exemple. Là, en fait, on a quelque chose de particulier, je vais vous le montrer, je vais le laisser tourner tranquillement. Tiens, c'est marrant, quand je baisse la fenêtre, ça voulait... Ah ouais, c'est intéressant. On va avoir, en fait, je vais retourner sur ça, pour faire des schémas. On va avoir, typiquement, si vous avez un modèle, on va dire, le meilleur exemple, c'est celui-là, là, l'OSS 120. L'OSS 120B, il ne fait pas de traitement d'image. Il n'est pas multimodal.
Donc en fait, ce qui se passe chez Socle, eh ben, typiquement, c'est que si vous ne le précisez pas et vous lui envoyez une image en traitement, ce que va faire l'outil, c'est que le modèle va aller chercher un modèle multimodal, par exemple Pixtral, qui est un modèle de traitement d'image. Donc si c'est pas répondre à votre question, vous lui envoyez une image, vous lui dites dis-moi ce que tu vois. Il va se retrouver un peu embêté, il va dire bon Pixtral, automatiquement en fait c'est comme si je générais par défaut un modèle, et ben en fait il va aller chercher ce truc là. Et ça c'est plutôt comment dire c'est plutôt pratique, sachant que là je vous ai montré cette infrastructure là par défaut tous les outils qu'utilisent nos agents. C'est des outils qui sont comment dire qui sont MCP compliant. MCP compliant, c'est-à-dire que en gros c'est des serveurs à côté qui sont appelables par nos agents. Donc on peut rajouter, on pourrait créer en fait nous-mêmes, et je pense qu'on pourrait faire en fait cet exemple-là dans une vidéo, un outil à côté, par exemple un serveur MCP sur un outil interne à notre boîte, et pouvoir le connecter à notre agent socle à distance tant qu'on sait suivre le protocole. Pareil, le protocole, on peut créer en fait des systèmes multi-agents, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc des systèmes multi-agents, là on a plusieurs agents qui ont accès à chacun à leurs outils. Et ces systèmes multi-agents, en fait ce qui est intéressant, c'est que dans Socle, on suit un protocole qui a été fait par Google, qui s'appelle le protocole A2A, donc agent to agent, hein, c'est un nom compliqué pour pas grand chose, qui fait que, en gros, quand vous créez un système multi-agent, chaque agent va présenter une carte, en fait c'est une sorte de CV, comme vous auriez sur LinkedIn. Et en fait, tous ces agents vont présenter un CV. Donc dans le CV, il y a à la fois leurs compétences, donc ce pourquoi ils ont été créés, mais aussi les compétences de chacun des outils dont ils ont accès. Parce qu'il faut imaginer que typiquement vous avez c'est un vector store, l'autre c'est un accès à la météo par exemple, le troisième c'est un accès, je sais pas, à votre domotique. Et donc chacun va présenter ça. Et quand vous envoyez une requête à ce système multi-agent, vous avez un agent qui est là, qui va servir d'orchestrateur, en fait. Je vais l'appeler orchestrator. Donc, en gros, cet orchestrator, faut que j'arrête de parler parce que on a déjà le résultat. Mais en gros, l'orchestrator, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder votre demande. Il va regarder en fait tous les agents qu'il a sous la main. Et il va dire, c'est simple, là, il m'a demandé d'éteindre la lumière, je sais que c'est le LLM du milieu, qui a un nom spécifique, qui doit éteindre. Pourquoi je vous parle dans le détail de ce protocole-là ? C'est pour le petit côté, on va dire le petit côté troll, mais je pense que ce sera très vite corrigé. C'est que vous avez un exemple de build agents, donc de multi-agentic, ici sur la page d'OpenAI. Mais en fait, pour avoir testé en fait, ce qui était envoyé par le client, le problème c'est que votre agent de triage, donc ce que moi j'appelle l'orchestrateur, il ne prend en compte que le nom de l'agent pour savoir sur quoi rediriger. Donc le problème de ce truc-là, c'est que si demain, sur cet exemple-là, vous faites Tata, vous l'appelez Tata, l'autre vous l'appelez Toto, et un troisième vous appelez Titi, votre triage, il sait plus vers qui il doit rediriger. À tel point que si vous rajoutez en plus des tools, alors là, vous êtes très très loin de savoir, en fait, de permettre à votre triageant de savoir. Donc en fait, cet exemple-là, je le trouve un peu bancal aujourd'hui, mais je pense que c'est pas, on pourra parler de l'actualité, mais c'est pas leur focus aujourd'hui d'OpenAI. Et c'est évident, c'est quelque chose qui va très vite bouger. Et vous avez un super site par contre sur A2A. D'ailleurs, il y avait un faux débat sur A2A versus MCP. Pour moi, c'est un faux débat. Et c'est expliqué sur le site. C'est un peu technique, mais concrètement, vous avez une explication et Google a fait quand même pas mal de choses là-dessus, même si c'est assez récent. Un peu moins maintenant parce qu'on est bientôt en novembre, mais c'est sorti, je crois, en juin ou en mai. Donc voilà. Alors, on va retourner sur notre exemple, parce que je parle, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc là, c'est le résultat de socle. Donc là, on va avoir
un format un petit peu différent, mais de toute façon c'est un peu la même chose hein, qui est générée. Donc on va avoir les 4 documents qui sont traités et le rejet. Donc là, c'est très sommaire, hein, Unrelated to AI and Robotics. Mais moi, ce qui m'intéressait à vous montrer, c'est ce qui s'est passé en fait dans l'interface socle. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que il y avait un vector store qui a été créé chez OpenAI. Bah, chez Socle, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Je vais juste changer encore une fois. Voilà. Vous avez un default agent qui a été créé. Comme on n'a pas créé d'assistant, pareil, on a été implicite dans la création d'un agent. Vous avez un agent par défaut qui a été créé. En gros. Donc cet agent par défaut, il est ici. Mais en fait, il a eu besoin de faire des résumés par document. Et pour paralyser un peu sa tâche, en fait, cet agent, il a créé aussi un agent technique, en fait. On pourrait ne pas l'afficher. Moi, pour l'instant, je préfère l'afficher parce que je veux que tout le monde ait accès à tout. Qui s'appelle, bon, ça c'est mes noms. Tous les textes seront le plus dur dans la programmation, c'est de faire des noms. Ça s'appelle un File Search Summary Agent, donc qu'il a généré avec le même modèle qu'on lui a demandé, où il lui a délaissé en fait le travail de générer ses summaries par document pour après vérifier un petit peu l'intérêt de chacun et encore les réduire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous rentrez dans Default Agent, voilà, vous avez un previous thread, donc ça c'est ce qu'il a reçu et ce qu'il est sorti. Et vous voyez, il n'a pas reçu qu'une demande. Il a reçu plein de demandes. C'est assez logique parce que en fait, il a fait plusieurs choses dans sa réflexion. Donc en fait, quand vous appelez, c'est un bon moyen d'illustrer. Bon là, je vous ai donné au message, je regarde pourquoi. Mais c'est un bon moyen d'illustrer en fait ce que j'appelais le raisonnement, en fait, la stratégie qu'il a mis en place. C'est que il va regarder en fait, il va mettre en place une stratégie avec un plan, avec différentes choses à faire avant de donner sa réponse. On pourrait regarder à l'intérieur. Donc là, c'est Create in Summaries Document. Donc ça, c'est ce qu'il envoie. Et il fait des traitements dessus. Bon, faudrait regarder dans le détail en fait ce qui se passe. Create Summaries Switch Document. Donc là, il se donne en fait du travail, mais bon, c'est pas très intéressant, il faudrait prendre le temps de le décortiquer. Là, on a peu de temps, je vois que le temps file. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire sur ce qu'on peut regarder en fait sur Socle. Et d'ailleurs, alors là c'est un peu technique, donc on voit tout, donc c'est pas très intéressant parce que là vous avez des vector stores en fait qui sont pas des vector stores, qui n'apparaîtraient pas si c'était vos utilisateurs, mais en fait ce qui vous intéresse c'est ce genre de choses. C'est la fameuse newsletter. Nous, ce qu'on donne dans le vector store, c'est le total de chunks, le total de nombre de documents, donc, si vous avez vu, mais c'est aussi en fait le contenu écrit des chunks. Donc là, vous voyez à l'intérieur en fait le contenu de tous les documents, etc., etc. Alors là, il y a pas mal de trucs. Je pense qu'il y a des efforts en UX et en UI, mais on travaillera là-dessus. Mais dans l'idée, ça vous donne un petit peu accès à tout. Si typiquement il y a une information que votre IA ne peut pas ressortir sur un document, sur un test, vous pouvez vérifier que l'information a bien été stockée, est-ce que tous les passages sont bien là. Donc, l'idée c'est de vous donner le plus de transparence possible. Voilà. Il y a d'autres fonctionnalités. Voilà, les conversations de default, ça c'est des trucs techniques, mais il y a d'autres fonctionnalités que je vous montrerai peut-être un autre jour, qui sont les workflows, qui sont les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est des systèmes multi-agents. Pour l'instant, on appelait ça écosystème. Donc là où vous pouvez connecter, vous pouvez créer en fait ce pool d'agents, cette équipe d'agents avec cet orchestrateur que vous pouvez aussi configurer. Et de la même manière, sur le même code, sauf qu'au lieu d'appeler un modèle, vous mettez le nom technique de cet écosystème. Ben, en fait, de la même manière, ça va appeler l'écosystème et derrière, en fait, ça va se passer chez Socle. L'idée, c'est que ce soit ultra rapide et très très simple à utiliser. Donc après cette page de pub, on va se concentrer sur ce qui se passe chez Mistral. Alors je vois que le temps file, donc je vais me dépêcher. Mistral, j'avais déjà codé le truc parce que c'est un petit peu différent, donc c'est un peu plus long à expliquer. Mais dans l'idée, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Libraries Documents, que vous pouvez retrouver. Alors je peux quand même, parce que Mistral, c'est quand même nos confrères français, donc c'est important de le noter. Donc ils ont en fait ce qu'on appelle la Document Library, donc ils ont une documentation là-dessus, avec un Manage Library, avec toutes les fonctionnalités qui sont là.
Donc c'est client.beta.libraries document. Donc en fait, ils ont une fonctionnalité qui est un peu similaire du vector store d'OpenAI, qui permet de pousser, donc d'upload des documents. La petite différence entre ce qui se passe chez SOC et OpenAI, c'est que là, vous avez un système de statut que j'ai utilisé, parce que je trouvais ça intéressant dans un sens, c'est que vous poussez un document et vous avez un statut d'attente avant de pousser un autre document. Donc vous avez, je ne sais pas forcément creusé, donc peut-être qu'on peut envoyer un batch, donc plein de documents d'un coup. J'ai pas forcément trouvé ça, mais vous pouvez pousser document par document et en fait vous attendez que le document a bien été chargé pour pousser le second et ça vous permet de le voir dans la log. L'idée c'est ça. Donc ça c'est ce qu'il y a chez OpenAI. Mais sinon de la même manière, donc vous avez le même prompt. Vous allez avoir donc le client qui va être utilisé, donc vous allez appeler un tool qui s'appelle Document Library, vous voyez, c'est comme File Search, qui est un tool technique, et vous allez mettre l'ID de la librairie. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, tout le monde s'inspire les uns des autres, même s'il y a des petits changements, généralement vous avez la même mécanique de fonctionnement. L'écriture est un poil plus verbeuse, mais rien de fou. Et forcément, je suis allé chercher Magistral Medium Latest, le modèle Magistral, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez puissant côté Mistral pour pouvoir faire cette comparaison-là. Donc on va le lancer, Mistral, et pendant que ça tourne, en fait, on va avancer un petit peu. Donc là, vous voyez notamment ce qui est en train de se passer. Donc vous avez cette notion de vous avez un document et on attend que le document ait été chargé, quoi. Donc pour l'instant, je vais en profiter pour pas que ça dure trop longtemps en termes de vidéo et en termes de live. Je vais juste dépiler un petit peu les newsletters et puis dès que c'est prêt, je vous montre le résultat. En termes de newsletter, on est ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, sinon c'est sur mon LinkedIn. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Alors j'ai fait un résumé parce que typiquement on pourrait parler de ce qui s'est passé avec Deloitte qui a dû rembourser une partie de son client parce que il a fourni une analyse qui a été faite que par une IA et mal relue, ou pas relue d'ailleurs, par des humains. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait des hallucinations, donc l'IA a imaginé des choses qui a été détectées par, justement, je crois que c'était l'État australien de mémoire. Et donc, en fait, ça a fait un petit scandale. Ça, j'en ai pas parlé parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit. J'en ai parlé sur un de mes profils. Mais je vais vous parler plutôt des tendances business. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que les géants de l'IA, en fait, le gros problème de l'IA, notamment, c'est ce pourquoi on bosse chez Socle, c'est la distribution, c'est-à-dire la capacité de donner de la valeur sur l'IA. On a eu un gros boom sur l'IA, les gens ont commencé à vouloir l'utiliser, mais faire des POC et faire quelque chose qui tourne en prod, c'est pas la même chose. Il faut une certaine expertise, il faut bien réfléchir à comment faire venir atterrir son projet, gérer la gestion du changement. Donc il y a 2-3 questions à se poser. Et donc forcément, ces géants de l'IA cherchent aussi des cas d'usage sur lesquels ils peuvent se positionner, soit pour récupérer de la data, c'est une possibilité aussi, mais aussi pour augmenter en fait la valeur perçue de leur boîte, mais aussi la valeur de leur boîte. C'est pas pour rien que, par exemple, vous avez de plus en plus de professional services, donc des experts de mise en place de projets qui se présentent dans les entreprises, parce que c'est un besoin d'avoir cette expertise en fait dans les mains. Alors après, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont ce poste-là, mais qui n'ont jamais déployé de projet d'IA ou très peu, d'autres qui en ont plus. Donc il faut se poser de bonnes questions. Mais en tout cas, déployer, on sait que l'IA a de la valeur, ça c'est sûr. Maintenant, il faut utiliser l'IA de la bonne manière pour dégager cette valeur. Et donc un bon exemple, c'est les moteurs de recherche. Donc vous avez Comet qui a été fait par Perplexity. Je n'en ai pas parlé depuis le début du live, mais Perplexity c'est aussi un géant d'IA. Et Atlas pour OpenAI. Pour vous donner une petite idée, alors attendez, juste avant que ça se termine, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Tac. Donc là vous avez le résultat. Donc on a bien le document 1, le document 2, et vous avez un non-rejet, et ça s'arrête là. Pourtant, tous les documents ont été chargés. Alors, je vais être franc avec vous.
s'il y a un expert dans les commentaires ou dans le live de Mistral, je serais curieux de savoir pourquoi en fait on a ce problème-là. J'ai ce problème-là assez parfois sur d'autres tests que je faisais en RAG simple avec Mistral. Je serais très, très curieux de savoir d'où vient le problème, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas dans cet exemple-là. Euh, je remonte rapidement le code, hein, c'est quelque chose d'assez basique, mais en gros, on fait bien un upload du document, on attend le statut, dès que le statut est terminé, on charge le document avec le tools. Donc je comprends pas trop d'où vient le problème. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres exemples d'avoir cette problématique-là de documents qui sont perdus en fait. Donc voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Mais dans l'idée, c'est comme ça marcherait chez Mistral. Je retourne sur notre cas. Et donc j'ai testé Comet. Et de la même manière, Comet, on sent que c'est pas encore. Alors, Atlas, j'ai pas touché encore, mais Comet, c'est intéressant, mais en fait, c'est un gros Perplexity dans un navigateur. C'est une surcouche navigateur. Je pourrais vous montrer ça rapidement. Tac. Alors, capture de fenêtre, on va juste changer et on va se mettre sur. Donc, c'est Comet. Hop! Donc là, on a un gros navigateur. Donc, typiquement, là, on est sur la documentation d'OpenAI. J'ai ouvert l'assistant. Je lui ai dit explique-moi comment faire un vector store. Store en Python. Donc là, en fait, on a vraiment le Perplexity à droite qui tourne. Ah, je vois que c'est un peu tronqué. Je vais réduire ma fenêtre pour que vous voyez mieux. Voilà. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que, en gros, on est sur littéralement la documentation d'OpenAI qui parle de Vector Store, et notre assistant, en fait, il est en train de nous sortir un code générique en Python qui n'est pas lié en fait au contexte. Donc il y a des trucs encore qui sont bizarres en fait en termes d'UX dans ce navigateur-là. J'ai plus l'impression d'avoir un Perplexity toujours sous la main. Et c'est une surcouche de Google Chrome en fait en réalité, hein. Plutôt que vraiment un navigateur on the shelf. Là où ce que j'ai vu d'Atlas d'OpenAI, c'est que le modèle d'OpenAI peut carrément manipuler le site sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre agent, remplis-moi le formulaire à ma place sur deux choses. J'ai pu voir cet exemple-là. Vous avez une super vidéo d'un streamer qui s'appelle Hardisk, qui le fait avec Defend Intelligence, un autre streamer, où c'est justement cette personne-là, Defend Intelligence, qui fait cet exemple-là. Mais moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et voilà. Donc ça, c'est un vrai danger malgré tout, c'est un vrai danger pour Google, parce qu'en fait, dès qu'on va avoir en fait des IA qui vont commencer à pouvoir manipuler, il faut imaginer que demain, nous, c'est pas pour remplir un formulaire, mais c'est pour les schémas que je vous ai montrés, les Figma, ce genre de choses, mais en fait, on pourrait manipuler ça avec des LLM. Donc là, ça commence à devenir intéressant si c'est performant. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il se pose la question. L'autre point qui est important, et là, Cocorico aussi, vous avez une tendance qui est importante, qui a émergé pour certaines boîtes, notamment N8N, c'est le besoin d'orchestrer en fait les workflows d'IA. Vous avez des façons de le faire, vous faites avec le code, donc orchestrer. Là, c'est plus de l'orchestration multi-agent, mais c'est par exemple, j'appelle une IA qui finalise l'image, selon ce que m'a dit cette IA, je demande de faire une recherche sur Internet, ou je remplis un formulaire. Donc, sur deux choses par exemple. Ça, vous pouvez le faire avec du code, mais naturellement, en fait, on visualise une succession d'actions avec des connexions, des connecteurs, avec des outils. Et très vite, en fait, l'outil N8N, qui était en fait ce qu'on appelle un iPass, un outil qui permet d'interconnecter des systèmes, a proposé un nœud dans ce workflow-là, qui était justement un nœud LLM. Donc les gens ont commencé à utiliser N8N pour faire cette orchestration, on va dire, stricte, parce qu'en fait là c'est bien petit 1, petit 2, petit 3, avec certes des conditions, mais dans l'idée c'est pas ce qu'on appelle un protocole multi-agent, dans le sens où c'est les agents qui s'orchestrent entre eux. Là on a vraiment quelque chose de strict, mais donc de contrôlé, donc ça peut être très utile dans certaines architectures. En fait N8N a fait beaucoup de bruit là-dessus d'un coup, parce qu'il répondait à un besoin qui était pas traité en fait par les acteurs du marché. Alors Landgraph
Donc LangChain, LangGraph, qui est une librairie, permettait de le faire d'une certaine manière, surtout LangChain dans du code, mais en fait visuellement, n8n était vraiment devant. Et là, ce mois-ci, et pour Mistral, je crois que c'était fin septembre de mémoire, et ben en fait, on a les acteurs, vraiment les acteurs d'IA qui commencent à proposer ces studios, donc ces outils qui permettent de faire cette orchestration étape par étape. Donc ils ont senti qu'il y avait un besoin, et donc ils sont en train de se positionner là-dessus. C'est intéressant à regarder. Moi j'ai un avis personnel là-dessus, mais je pense que c'est un faux ami, pour être honnête. Je pense qu'on va arriver à un niveau de complexité où, en fait, le problème de ce genre de choses, en fait, on rentre dans du pseudocode, c'est que soit c'est très simple, et donc la valeur n'est pas énorme de faire ça, euh, ou ça dégage peu de valeur, soit on arrive dans des cas très compliqués, et les cas très compliqués, en fait, un développeur va vouloir le faire avec du code, tout simplement parce qu'il va avoir une certaine liberté que ne va pas lui proposer, parce qu'il y a toujours un truc qui est oublié par l'interface qu'on ne peut pas faire, ce genre de choses. Et donc les systèmes pseudo-code, ça marche dans certains cas, mais dans la plupart des cas d'intégration, il y a toujours un truc qui est bizarre, donc on est obligé de tordre l'outil dans un certain sens. Et donc je me pose la question encore du périmètre que va prendre ce truc-là. Pour interconnecter des outils, c'est évident que c'est utile. Euh, vous avez d'autres outils que N8N qui font ça et qui sont très connus. Mais pour des systèmes d'IA, je ne sais pas encore. Honnêtement, je me pose encore la question. Euh, bon. Des grosses sorties de modèles de vidéo. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi ce mois-ci. Pour information, donc, je vous ai rajouté quand même un truc, parce qu'on parle beaucoup de Sora, on parle beaucoup de Google, je vous l'ai déjà dit, on parle beaucoup des acteurs européens. Vous avez aussi des acteurs chinois qui sont très forts. D'ailleurs, Kling, c'est le premier dans le classement Artificial Analysis de la génération de vidéo. C'est notamment avec un modèle un peu plus vieux que j'ai fait ce, comment dire, cette animation, ce petit truc, qui était pour SOC. Donc en fait, je vais juste passer le logo et je vais faire fais-le moi apparaître d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai eu ce petit logo. Donc ne pas sous-estimer en fait ces acteurs étrangers enfin étrangers. Les autres le sont aussi, mais les acteurs chinois dans l'IA qui font des choses vraiment cool. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, Artificial Analysis, ce site est vraiment cool. C'est donc une sorte d'arena. C'est un moyen de voir en fait le positionnement des IA les unes par rapport aux autres sur la vitesse. Et quand vous avez une IA qui sort, en fait, c'est toujours intéressant de regarder où est-ce qu'elle va se positionner, sachant qu'on a des sujets autour des arénas aujourd'hui. Comment les tester. Vous avez une super vidéo, je fais la pub pour tous les autres streamers, c'est très bien, et influenceurs, de MiCode avec des gens de Google sur le problème que, en fait, il y a des gens enfin des entreprises qui entraînent leur modèle à répondre aux questions des examens, enfin des arénas, pour avoir le meilleur score, alors qu'en fait à côté ils sont pas si bons que ça. Mais Artificial Analysis, ça fait partie de ceux qui sont la norme. On a parlé beaucoup d'IA, enfin en tout cas d'algo. Il y a deux choses qui sont intéressantes. Ça, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais en gros, vous avez la puce M5 qui est sortie de la part d'Apple. La M4 avait fait quand même beaucoup de bruit sur le fait de pouvoir déployer des modèles sur son ordinateur, sur son MacBook Pro. La M5, apparemment, de ce qui a été annoncé, c'est 4 fois plus performante sur l'IA que la M4. Les MacBook Pro sont déjà à dispo. Donc à voir ce que ça donne. Moi, je ne prendrai pas tout de suite un nouveau Mac, mais en tout cas, ça soulève des questions en fait sur les outils locaux installés sur sa machine d'intelligence artificielle. Et, euh, et donc on a Google qui a fait une grosse avancée dans l'IA quantique. Donc en gros, ils ont fait la présentation d'un algo qui est reproductible et vérifiable. Donc, euh, donc ça c'est quelque chose, je rentrerai pas dans le détail pour éviter de dire des bêtises, surtout j'essaie d'aller vite. Mais en gros c'est un moyen de pouvoir comparer en fait
comparer les algos quantiques. Et d'ailleurs, j'ai vu passer aujourd'hui une news sur un partenariat entre Alice et Bob. Donc là, c'est une boîte française du quantique qui est vraiment, vraiment cool. Avec Nvidia, donc affaire à suivre. Ça, vous avez tous entendu parler, donc je vais aller très vite aussi. Petit bug chez AWS aux US qui a fait très très mal à l'internet mondial. Donc en gros, vous avez un nœud qui est le plus gros nœud, enfin, l'un des plus gros nœuds ou le plus gros nœud d'AWS. Donc c'est un gros data center qui est en Virginie, si je dis pas de bêtises, le nœud US East 1 qui est tombé chez AWS. En gros, pour faire simple, quand vous tapez, je sais pas, linkedin.com, en fait linkedin.com, vous allez vous présenter un serveur, enfin un outil qui s'appelle un DNS avec cette adresse-là, et lui il va dire ah bah linkedin.com c'est ce serveur qui est là-bas, donc je t'envoie là-bas. Donc c'est comme si vous aviez une autoroute et vous avez des panneaux partout pour vous dire où aller. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de panneaux. Donc en gros, tout le monde était bloqué, tout le monde ne savait plus où taper, mais à tel point que dans les mêmes systèmes, des fois en fait c'est votre outil qui va essayer de trouver sa base de données. Dans l'idée c'est un peu ça. Donc en fait on a eu plein d'outils qui sont tombés. Là je vous ai mis juste 2-3 exemples d'applications, dont Perplexity d'ailleurs, mais Snapchat, Signal, Duolingo, mais il y a eu aussi des banques, notamment une banque au UK qui a été touchée, et des systèmes financiers. Ça soulève une question, hein, en fait deux. Bon, pour ce qui est de Signal, les messages que vous envoyez sont cryptés. Après, le décryptage, ce n'est qu'une question d'effort, hein, de temps de traitement, sachant qu'il y a des algos où le temps de traitement théorique est l'infini pour un humain. Mais il y a quand même des informations qui peuvent circuler. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas... Enfin, la promesse du cloud, c'était de se dire que s'il y a quelque chose qui tombe, on va tomber sur un autre serveur. Là, dans ce cas-là, ben, on a un truc qui est tombé à un endroit et ça fait des répercussions un peu partout, surtout qu'il y a des effets de bord en fait. Forcément, si vous avez une autoroute qui est bloquée, ben, les autres autour, les autres chemins autour commencent à être impactés. Et en fait, il y a une solution qui existe qui s'appelle le multi-cloud, c'est-à-dire de mettre un peu chez AWS, un peu autre part, un peu autre part. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est extrêmement coûteux, pas seulement en termes de machines, mais en termes de technologie. Donc il faut des équipes pour ça, il faut une certaine expertise. D'ailleurs, c'est complexe, pas complexe. Et donc, forcément, cette promesse n'est pas atteinte. Et on peut se poser des questions sur les systèmes qui sont critiques. Aujourd'hui, heureusement, on a généralement des DSI qui sont très responsables. Mais quand vous lancez un projet sur des choses qui sont très sensibles, posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe si ça pète. Et c'est pas parce que c'est chez AWS ou chez Azure, par exemple, que ça pètera jamais. Ça pète toujours. Donc il y a vraiment des questions autour de ça. Et même si c'est chez vous, hein, votre DSI, il peut être super bien, super fort, il n'est pas omniscient, il peut toujours se passer quelque chose, une mise à jour, quelqu'un qui tape dans un câble, je rigole, mais ça peut arriver. Et là, vous avez quelque chose qui tombe. Voilà. En vrac, donc j'ai mis un facepalm parce que bon, je ne commenterai pas trop dans les datas, mais en gros, enfin les infos, mais en gros, OpenAI a annoncé que bientôt ils vont permettre d'échanger de manière plus adulte avec leurs IA, à condition que leur système de vérification soit complètement OK, mais ça sera sûrement incessamment sous peu. Donc il y a une question, peut-être que c'est pour contrer un peu Grok, côté Elon Musk, on permet un mode dit spicy. Moi, alors, je ne l'ai pas testé perso, mais j'en ai entendu parler. Euh, ça fait vraiment la phrase que tout le monde pourrait dire sur d'autres choses. Je ne pas, mais effectivement, je ne l'ai pas testé. Mais en gros, il y a un mode qui permet de générer des images pour adultes chez Grok. Peut-être qu'OpenAI fait ça pour justement essayer de contrebalancer ce truc-là. Ils ont peut-être vu des mouvements ou pas d'utilisateurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et de toute façon, on sait qu'il y a un business un peu particulier, mais il y a un business quand même actif sur ce secteur-là. Donc c'est pas étonnant qu'ils essaient de se positionner. Et de la même manière, donc, on parle de choses que vous pouvez demander qui sont bizarres, ou non d'ailleurs, à votre IA. Il y a eu un incendie qui était très très important en Californie
il y a de cela quelques années. Je ne sais plus c'était lequel, j'avais l'info, enfin, mais je vous laisserai retrouver la news. Mais en tout cas, en fait, on a retrouvé le pyromane qu'on soupçonnait, et les autorités, dans les preuves qui ont été utilisées, enfin qui ont été réunies, il y a des prompts qui ont été faites chez ChatGPT. Parce que dans les prompts, il y avait typiquement suis-je responsable si j'ai foutu le feu à une forêt avec une cigarette, et il y avait carrément des images générées avec des gens qui courent et derrière des flammes sur deux choses. Donc en fait, ils se sont rendus compte que cette personne avait généré beaucoup d'images comme ça qui étaient très étranges, qui prouvaient une forme de fascination pour le feu, et ils ont réuni ça pour preuve. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, vos prompts peuvent servir comme preuve judiciaire. Voilà, ça fait un précédent aux US. Je ne sais pas, il faudra demander à des experts en legal en France pour savoir si c'est la même chose. Mais c'est un sujet là-dessus. Et donc sur ces news qui ne sont pas forcément très très gaies, je vous mets quelque chose qui est plutôt cool. Donc Pollen Robotics, qui est une boîte qui fait de la robotique accessible dans l'idée, donc surtout avec le Richie Mini, qui ont sorti en fait un SDK de simulation, c'est-à-dire que vous pouvez simuler un de ces robots pour pouvoir faire vos programmes plutôt que d'avoir un robot directement sous la main. Je trouve cette boîte très sympa, la vibe, le succès qu'ils ont eu, c'est vraiment cool. Donc je voulais le mettre parce que je trouve ça sympa de parler un peu de robotique. C'est vraiment, je pense, le prochain pont qu'on va avoir avec. En fait, c'est l'IA va pousser en fait la robotique vers l'avant. C'est ce que pense notamment Nvidia. Et donc, en fait, je pense qu'on va avoir le même sujet. Pour les articles à lire, c'est assez simple. Je vous ai sélectionné 3 articles à lire que je trouvais intéressants parce que, pas forcément pour une question de technique, mais ça a touché des concepts que je trouvais intéressants, dont j'ai beaucoup entendu. C'est pas des choses révolutionnaires, mais c'est des choses qui ça mérite d'être lues pour réfléchir un petit peu. Je vais pas rentrer dans le détail. Et je vous laisse avec la citation de Yann Lequin qui est assez intéressante, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc voilà. C'est la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux de YouTube, n'hésitez pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est toujours cool. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me faire des retours sur si le format est OK, si c'était trop simpliste en termes de code, enfin, s'il y a des choses que vous aimeriez voir aussi en termes de projet, sur des choses, on peut réfléchir. Ou même si l'un d'entre vous souhaiterait peut-être faire un échange à un moment donné, ce sera avec plaisir. Vous pouvez aussi aller sur le site Socle AI pour vous inscrire à l'alpha. Donc, l'interface que je vous ai montré, plus l'API, ce genre de choses, en fait, on va vous donner accès à ça pour vous permettre de tester, pour nous aider un petit peu à améliorer le système. Et donc, n'hésitez pas, ça vous permet de tester plein de modèles open weight gratuitement, en tout cas sur la phase d'alpha, mais aussi d'avoir notre accompagnement. Moi, je fais personnellement, ça fait plusieurs années que je fais des projets d'IA, et on a une équipe qui est assez motivée. Donc, si vous avez un projet, posez des questions sur quoi utiliser, et si ce projet en fait il dépasse que notre périmètre, en fait, on sera ravi de vous orienter et faire en sorte que ça marche. Donc, profitez-en et aussi allez sur notre Discord si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et donc à la prochaine.